Les déficits immunitaires. Ce cours est destiné aux étudiants de 4e année médecine. Les objectifs de ce cours sont de définir un déficit immunitaire de l'enfant, reconnaître par l'interrogatoire et l'examen clinique les signes qui doivent orienter vers le diagnostic d'un déficit immunitaire, préciser les examens complémentaires à demander en première intention, citer les principales étiologies du déficit immunitaire, décrire les principales caractéristiques cliniques et immunologiques des principaux déficits immunitaires primitifs, notamment le déficit immunitaire combiné sévère, la gamma-globulinémie, le déficit en HLA classe 2, la granulomatose septique chronique, et finalement préciser les principes de traitement symptomatiques et spécifiques des principaux déficits immunitaires primitifs. Donc, comme introduction, les déficits immunitaires constituent un ensemble hétérogène d'affections caractérisé par une insuffisance des moyens de défense contre les micro-organismes. Les déficits immunitaires primitifs sont caractérisés par des anomalies du développement et ou de la maturation des cellules du système immunitaire. Donc ça, c'est un groupe de déficits immunitaires. Et le second groupe, ce sont les déficits immunitaires secondaires, qui sont dus à des facteurs extrinsèques tels que les traitements immunosuppresseurs, la chimiothérapie des cancers, la malnutrition et certaines infections qui entraînent habituellement immunodépression transitoire. Les déficits immunitaires primitifs sont des pathologies très variées. Environ 300 maladies héréditaires différentes peuvent être scindées en 8 groupes et qui peuvent entraîner un déficit immunitaire. Il y a les déficits immunitaires combinés des lymphocytes T et B, les déficits immunitaires primitifs, humoraux, les autres syndromes de DIP, les DIP avec dysrégulation immunitaire, les déficits immunitaires primitifs des cellules phagocytaires, les DIP innés, les DIP avec désordre auto-inflammatoire et les DIP en complément. Et dans chaque groupe, on trouve plusieurs entités ou plusieurs maladies. Quelle est la physiopathie du déficit immunitaire? Donc, le déficit immunitaire, en fait, sont secondaires à une anomalie dans la maturation ou la différenciation des cellules impliquées dans l'immunité. Donc, cette anomalie peut se voir à un niveau quelconque depuis la cellule souche hématopoïétique jusqu'aux cellules donc impliquées dans l'immunité, dans le plasmocyte, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les polynucléaires, les macrophages, et à tous les niveaux, à toutes ces étapes de différenciation des cellules ou de maturation de différentes lignées, on peut avoir une anomalie et on peut avoir un déficit immunitaire en question secondaire. Démarche diagnostique devant un déficit immunitaire. Donc, on va commencer par les circonstances de découverte. Donc, un déficit immunitaire peut être découvert devant habituellement des infections récurrentes des voies respiratoires hautes. Habituellement, on parle de plus de 8 otites par an chez le moins de 4 ans, ou plus de 4 otites par an chez l'enfant de plus de 4 ans, ou plus que 2 pneumonies par an, ou plus que 2 sinusites par an. Il peut être également évoqué devant des infections sévères à pneumocoque, hémophilus ou Neisseria, ou des infections récurrentes à bactéries pyogènes, des infections inhabituelles et ou d'évolution inhabituelle par des germes opportunistes, une diarrhée infectieuse persistante, un muguet ou candidose cutanée récidivante. Il peut également être évoqué devant une cassure de la courbe saturopondérale, une diarrhée chronique persistante ou devant des antécédents familiaux de déficit immunitaire ou de signes cliniques similaires. Devant de telles circonstances, l'interrogatoire doit préciser ou doit rechercher des cas similaires dans la famille et tracer l'arbre généalogique, doit rechercher une consanguinité parentale parce qu'un grand nombre de ces déficits immunitaires primitifs sont héréditaires. Donc, préciser l'âge de début de la symptomatologie qui est très informatif. En effet, un début précoce avant l'âge de 3 mois, 6 mois, c'est en faveur d'un déficit immunitaire combiné. Un déficit au-delà de 6 mois, c'est plutôt en faveur d'un déficit de l'immunité humorale. Le mode et le début de manifestation clinique, d'autant plus précoce que le déficit primitif et les sévères et profonds, le type et la fréquence des épisodes infectieux antérieurs et leur gravité, les traitements reçus, les vaccinations si elles ont entraîné des réactions ou des complications. L'examen clinique doit rechercher les signes de gravité de l'infection. Il doit rechercher le site ou les sites de l'infection. Il faut donc examiner les différents organes.
Il faut donc évaluer la croissance saturopondérale, la tropicité de l'enfant à la recherche d'un retentissement des épisodes infectieux sur la croissance. Il faut donc palper le foie, l'arête à la recherche donc d'une hépatosplenomégalie ou à l'inverse l'absence d'amygdale ou de végétation adénoïde de ganglion est plutôt en faveur d'un déficit immunitaire combiné sévère. On doit rechercher également les signes associés non infectieux qui peuvent orienter vers un type de déficit immunitaire, notamment un eczéma plus purpura thrombopénique chronique et petites plaquettes dans le syndrome de Wiskott-Aldrich, des télangiectasies oculaires plus ataxie cérébelleuse progressive dans l'ataxie télangiectasie ou le syndrome de Dinney-Lewy-Barr, un albinisme partiel dans le syndrome de Chidiac-Kobayashi et le syndrome de Coselli, ou une dysmorphie faciale avec rétrognatisme et malformation cardiaque qui oriente vers un syndrome de Lee-George. Les examens complémentaires, et on va commencer par les examens biologiques de première intention, dès la suspicion d'un déficit immunitaire, sont basés essentiellement sur la numération formée sanguine. En fait, donc, cette numération doit être donc complète. Elle va rechercher une lymphopénie qui va orienter vers un déficit immunitaire combiné, une neutropénie récidivante qui orientera vers une neutropénie cyclique, une anémie normocytaire régénérative fera plutôt évoquer une hémolyse auto-immune, une thrombopénie orientera vers un purpura thrombopénique auto-immun, compliquant un déficit immunitaire ou un syndrome de Wiskott-Aldrich. Le dosage pondéral des immunoglobulines, les IgG, les IgA et les IgR, donc ils doivent être demandés en première intention devant toute suspicion de déficit immunitaire. Il apporte des éléments au diagnostic des déficits immunitaires humoraux et combinés en montrant une hypo ou une agamoglobulinémie. L'intradermoréaction à la tuberculine ou à la candidie, qui constitue un bon examen reflet de l'état de l'immunité à médiation cellulaire. Un test positif permet d'éliminer un déficit profond de l'immunité cellulaire. Les sérologies post-vaccinales, anti-tétaniques, anti-diphtérie, anti-polio, anti-hémophilus et anti-pneumocoque et ou post-infectieuses permet d'apprécier la capacité de production d'anticorps spécifiques. Les examens biologiques de deuxième intention seront demandés en cas d'anomalie des examens de première intention ou en cas de forte suspicion de déficit immunitaire. Elle va permettre le phénotypage des lymphocytes du sang, donc le CD3 qui est spécifique du lymphocyte T, et on va chiffrer donc les CD4+, CD8-, CD8+, l'étude fonctionnelle des lymphocytes T au test de transformation lymphoblastique qui mesure la capacité proliférative des lymphocytes vis-à-vis de métogènes ou d'antigènes. L'exploration de l'immunité humorale avec numération des lymphocytes B, les CD19 ou CD20, le dosage des immunoglobulines, le dosage des sous-classes d'immunoglobulines d'IgG et le dosage des IgE. Toujours dans le bilan de deuxième intention, l'exploration de la phagocytose et de la bactéricédie avec étude fonctionnelle des polynucléaires, le test de réduction de nitrobleu de trazolium, la chimiluminescence et la mesure directe d'amidon superoxyde. Donc, certains examens sont utiles dans le diagnostic des déficits en complément, notamment le dosage du complément hémolytique total et le dosage de l'altérative pathway. L'étude génétique peut être demandée devant certaines situations, notamment lorsqu'on suspecte un syndrome, une ataxie télangiectasie, à la recherche de cassure chromosomique ou en cas de syndrome de Lee-George, à la recherche de la microdélétion 22q11. La biologie moléculaire sera demandée en deuxième intention également lorsqu'on a une orientation étiologique. Les étiologies des déficits immunitaires, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont classés en deux groupes. Le groupe des déficits immunitaires primitifs qui sont héréditaires et le déficit immunitaire secondaire. Les déficits immunitaires primitifs regroupent plus que 8 groupes, 8 à 9 groupes actuellement, et ils sont classés, le premier groupe des déficits immunitaires combinés ou cellulaires, c'est-à-dire il y a implication des cellules B et T. Donc, parmi ces déficits, on trouve le déficit immunitaire combiné sévère. C'est un groupe de déficits rares. Il est défini par l'absence complète de lymphocytes T, associé à un déficit humoral d'importance variable et parfois un déficit en cellules NK. Ce sont des déficits très sévères qui touchent de jeunes enfants qui décèdent rapidement d'infections multiples bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires. Parmi les déficits, les DIX, il y a les DIX T-B- avec absence de lymphocyte T, à part l'absence de lymphocyte T.
C'est un déficit immunitaire combiné sévère avec déficit en NADA. Ça peut se voir dans les DICS dans le cadre d'une dysgénésie réticulaire ou dans le syndrome d'Omen. Les DICS-T-B+, ce sont les formes les plus fréquentes et représentent à peu près 50% de l'ensemble des DICS. Ce groupe est caractérisé par l'absence de lymphocytes T et un taux normal au bas des lymphocytes B. Parmi les déficits immunitaires combinés, à part les DICS, il y a le syndrome d'hypergène lié à l'X par déficit en CD40 ligand. Les déficits immunitaires combinés ou cellulaires comportent également le déficit en HLA classe 2, qui est un groupe rare, qui est caractérisé par une déficience de l'expression des molécules HLA de classe 2. Le diagnostic repose sur l'absence de détection des molécules HLA-DR, DP et DQ à la surface de toutes les cellules qui expriment de façon constitutive des molécules HLA de classe 2 et à la surface de certaines cellules après activation par l'interféron gamma. Le nombre de lymphocytes T est normal et on trouve une lymphopénie CD4 profonde. Il existe une hypogamma affectant principalement les JG2 et les IgA et la réponse aux antigènes testés in vitro et in vivo par la production d'anticorps est absente, mais la réponse allogénique ainsi que la réponse mutagène in vitro sont conservées. Deuxième groupe des déficits immunitaires primitifs, les déficits immunitaires primitifs immoraux, et ces déficits se caractérisent par une baisse globale, complète ou partielle ou sélective en immunoglobuline. Ils constituent la majorité des types avec une fréquence de 70%. Parmi ces déficits immoraux, je cite la gamma-globulinémie liée au sexe ou la maladie de Bruton. C'est un déficit, pur des lymphocytes B et des plasmocytes. Le système thymodépendant et l'immunité cellulaire sont intacts. Il est provoqué par un défaut de la maturation des précurseurs du lymphocyte B, schématiquement au stade dit pré-B. Il en résulte typiquement une absence de lymphocyte B mature et une incapacité de production d'immunoglobulines. Le gène muté code pour une tyrosine kinase appelée BTK, impliquée dans la signalisation via les immunoglobulines de surface des lymphocytes B. Et l'affection est transmise selon le mode chromosome. Elle est liée à l'X en fait, sur un mode récessif et elle n'est observée que chez les garçons. Un autre groupe de déficit immunitaire, le déficit congénital de la phagocytose, et parmi ces maladies, la granulomatose septique chronique, qui est une maladie rare d'origine génétique. Elle est consécutive à un défaut de métabolisme oxydatif des polynucléaires neutrophiles, des monocytes, des macrophages et des ionosophiles. Il existe deux modes de transmission, l'un lié au chromosome X et l'autre de type autosomal récessif. La forme génétique la plus fréquente est celle de transmission génétique liée à l'X. Elle représente à peu près 60% des cas, affectant le cytochrome B558 membranaire de l'oxydase par mutation dans le gène CYP codant la glycoprotéine 91 FOX. On passe maintenant aux déficits immunitaires secondaires. Ils sont de loin les plus fréquents, mais dans l'ensemble moins profond que le DIP. Et donc, un déficit immunitaire peut se voir en cas de traitement corticoïde prolongé, qui peut être responsable de lymphopénie. En effet, il inhibe la prolifération des lymphocytes et induite par les antigènes, la production de l'interleukine 1 par le monocyte et la génération des lymphocytes toxiques. Les traitements immunosuppresseurs également, comme la cyclosporine, la azathioprine, la chimiothérapie, peuvent entraîner une immunosuppression transitoire. Il y a également des déficits immunitaires induits par les virus, notamment le VIH, CMV, EBV, rougeole. La malnutrition protéino-calorique peut également entraîner donc une immunodépression transitoire. Nous allons passer maintenant au traitement. Il va commencer par le traitement symptomatique et on commence par l'antibiothérapie curative qui doit être précoce et prolongée par voie intraveineuse. Elle doit tenir en compte du type de déficit immunitaire. En cas de déficit d'immunité immorale, elle doit viser le pneumocoque et l'hémophilus, parfois le pseudomonas, avec l'utilisation de bêta-lactamine et aminoside. Dans les déficits combinés, elle doit plutôt viser à la fois les germes intracellulaires et extracellulaires, en associant donc aux antibiotiques précédents le cotrimoxazole. L'antibiothérapie préventive,
Elle est indiquée dans les DICS, dans les déficits d'immunité humorale, devant des infections récurrentes avant et durant chaque intervention chirurgicale ou avant un geste dentaire à risque. Cette antibioprophylaxie, elle est basée sur l'amoxicilline ou le cotrimoxazole en cas de déficit immunitaire humoral ou combiné. Chez les patients ayant un déficit de la phagocytose, une prophylaxie par voie orale associant cotrimoxazole quotidien et itraconazole est systématique. Précaution en cas de vaccination, les vaccins antipiolympiques orales, du fait que c'est un vaccin vivant atténué, est contre-indiqué dans les déficits immunitaires combinés en raison du risque de poliomyélite vaccinale. Les autres vaccins constitués de virus vivants atténués et le BCG ne seront contre-indiqués qu'en cas de déficit de l'immunité cellulaire. Il y a également les autres traitements symptomatiques, notamment la kinésie respiratoire en cas d'encombrement bronchopulmonaire, la transfusion après irradiation des produits sanitaires en cas d'anémie, la réhabilitation nutritionnelle en cas d'hypotrophie et la prise en charge psychologique et médico-sociale de l'enfant et de sa famille. Le traitement spécifique, il y a deux piliers dans ce traitement. Il y a le traitement septicif par immunoglobuline et la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, pour ce qui est traitement substitutif par immunoglobuline, ces indications, c'est tous les états d'hypogammaglobulinémie ou la gammaglobulinémie, le syndrome d'hyperigine, et dans le déficit en IgA, il s'associe à un déficit de la fonction anticorps et ou avec déficit en couplage IgG2. Les immunoglobulines sont données par voie intraveineuse à la dose de 400 à 500 mg kg tous les 3 à 4 semaines avec un débit de 0,5 à 1 ml par kg par heure pendant la première heure, puis augmentation progressive sans dépasser 4 minutes par kilo et par heure généralement. Deuxième pilier de traitement spécifique, c'est la greffe de cellules souches hématopoïétiques qui est proposée à tous les patients souffrant de déficit immunitaire combiné sévère et la majorité donc des déficits immunitaires combinés. L'évolution du déficit immunitaire est variable en fonction du type de déficit immunitaire. Il est fatal dans les DICS en l'absence de greffe dans les premiers mois de vie. Dans l'ataxie télangiectasie, la majorité des enfants restent de grands infirmes, très peu accessibles à la rééducation motrice et incapables de suivre une scolarité. Par contre, dans le déficit en IgA, l'évolution elle est donc favorable et la plupart des déficits en IgA sont asymptomatiques d'ailleurs. Le diagnostic anténatal, il est proposé chaque fois que l'anomalie génétique a été retrouvée chez le cas index. Elle est proposée elle permet donc de détecter les sujets à risque de transmettre l'affection, de proposer un diagnostic anténatal. En conclusion, un déficit immunitaire doit être recherché devant un ou des signes cliniques d'alerte, infection à répétition, diarrhée chronique, retard de croissance. Les premiers examens à réaliser sont un hémogramme, un dosage pondéral d'immunoglobulines et les sérologies post-vaccinales et ou post-infectieuses. Dans la grande majorité des cas, l'ensemble des éléments apportés par ces examens simples, conjointement à ceux apportés par l'anamnèse et l'examen clinique, permettent de cibler les examens demandés en deuxième intention selon le type de déficit immunitaire suspecté. On va passer maintenant à une auto-évaluation. Il va commencer par cette première question. Quelles sont les situations où un déficit immunitaire doit être suspecté? Plus de 2 sinusites par an, plus que 3 otites par an avant 4 ans, plus que 2 pneumopathies dans l'enfance, épisode de fièvre récurrente, méningite à pneumocoque. Donc la réponse juste, c'est plus de 2 sinusites par an, c'est vrai, plus que 8 otites avant l'âge de 4 ans par an, plus que 2 pneumopathies par an dans l'enfance, ils n'ont pas de pneumopathie, c'est tout, des épisodes de fièvre récurrente et une méningite à méningocoque. Concernant le déficit immunitaire de l'enfant, plus le déficit immunitaire est sévère, plus l'atteinte est précoce. Un déficit de l'immunité immorale prédispose aux infections à germes encapsulées. Une neutropénie prédispose aux infections à germes encapsulées. Une asplénie prédispose aux infections à pneumocoque. Une asplénie prédispose aux infections à hémophilus. Donc, toutes les réponses justes, sauf que la neutropénie ne prédispose pas aux germes encapsulés et elle prédispose plutôt aux pseudomonas et l'asplénie prédispose aux infections à pneumocoque. Quels examens font partie du bilan initial devant la suspicion d'un déficit immunitaire chez l'enfant? L'NFS, l'IgE, le dosage pondéral d'immunoglobulines, le dosage du complément et sérologie post-vaccinale. Et donc la réponse est A, D, U, E.
pour les issues et l'usage du complément, ils seront demandés en deuxième intention. Concernant le déficit immunitaire combiné sévère, c'est le plus fréquent de tous les déficits immunitaires. Il n'y a pas de lymphocyte. Les infections opportunistes débutent à l'adolescence. Le pronostic il est variable. Il peut exister une diarrhée avec un retard de croissance. Les réponses justes, c'est B et E uniquement. Ce n'est pas le déficit le plus fréquent, ce sont les déficits de l'immunité humorale les plus fréquents. Il n'y a pas de lymphocyte, ça c'est vrai. Et les infections opportunistes débutent très précocement. Le pronostic il est sévère et il peut exister une diarrhée avec retard de croissance. Concernant le déficit en à la classe 2, il est parmi les déficits immunitaires combinés. Il est fréquent en Tunisie. Il peut se manifester par une diarrhée chronique et un retard de croissance. Le taux de gamma-globuline il est normal et il est associé à un risque d'infection opportuniste. Les réponses justes, c'est toutes les réponses sauf le taux de gamma-globuline qui est normal. En fait, il est bas, le taux de gamma-globuline.